Ok, j'espère que vous avez la forme. L'Oréal vient de publier son Q3 2024 aujourd'hui. Alors, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai qu'on s'en attendait évidemment en fait à bien mieux. Donc, je vous ai pris des notes de conférence call, ou plutôt un update des notes que j'avais déjà. Donc là, au programme, on va aller voir en fait, comme toujours, hein, je partage donc l'étude du conférence call que je vous fais. Là, à peu près, voilà, là, on s'y partit. On va aller voir la performance globale et la croissance, les régions clés et segments clés, l'impact de la Chine et la relance du luxe. Vous allez voir, ils ont fait un jeu de mots, pareil, je vous fais un petit spoil. Effectivement, en fait, ils ont prévu leur propre stimulus pour relancer la croissance. Vous allez voir comment ils vont le faire. L'innovation et les investissements. On va terminer par la performance des divisions. Et enfin, plutôt, on va terminer par voilà, les défis à venir et les perspectives que le management anticipe pour 2025. Alors voilà, justement, avant de commencer ça, je voulais vous faire une petite vue d'ensemble. Moi, ça fait longtemps que je suis le dossier L'Oréal. Là, ça va faire à peu près les 5-6 derniers conférences call que je suis. Et en fait, juste pour vous donner une idée, par exemple, si je me mets sur le H2 2023, on avait donc 11% de croissance qu'on appelle like for like. Alors, en fait, la seule différence, hein, c'est vous avez deux types de croissance, je vous l'ai déjà expliqué, mais pour les nouveaux, vraiment ce qu'on appelle la croissance reportée. C'est la croissance qui va prendre en compte tous les effets de change, toutes les acquisitions, etc. Et la croissance like for like, c'est vraiment en fait, on prend si on prend par exemple une croissance like for like de 2023 et que là on est en 2024, en fait les chiffres de 2023, on va reprendre exactement les mêmes segments, d'accord. Donc on va exclure tout ce qui va être effet de change ou les acquisitions qui a eu lieu donc entre ce laps de temps. Et donc là voilà, on a du 11% dans le H2 2023. Et là par exemple le H1 2024, on est à 7,3% et le Q3 2024, donc le quarter d'après, eh bien, on est à seulement 6, on a 6% exactement. Donc, on a vraiment en fait une descente aux enfers de la croissance chez L'Oréal. On va aller voir les différents segments, mais avant, je vais le mettre ici. Donc, comme vous pouvez le voir, le Q3 2024 qui a été publié donc voilà le 22 octobre et ça nous fait un stop sur les ventes au 30 septembre 2024. Eh bien, on est à seulement 6%. Alors, vous savez quoi, je vais vous mettre directement maintenant le mix avant de s'attaquer à mes notes du conférence call. Voilà pour ce qui est du mix, parce que pareil, c'est super intéressant évidemment dans L'Oréal. La croissance est un mix d'une part de l'augmentation des volumes donc de vente et d'autre part de l'augmentation du prix, le fameux pricing power qu'a L'Oréal sur les différents segments, sur les différents produits, donc notamment tout ce qui va être dermatologie, qui d'ailleurs c'était vraiment ce qui drivait la croissance. Et là justement, on a eu un ralentissement de ce segment. Donc pour vous donner une idée, encore une fois en H2 2023, j'aime bien comme ça remonter un an en arrière pour voir vraiment l'évolution. On avait donc voilà ces fameux plus 11% de croissance, c'était dû à plus 4,1% de volume en plus, donc vraiment de part de marché, excusez-moi, en plus, et donc un prix donc de la totalité de plus 5,5. Encore une fois, il y a eu de l'inflation, c'est pour ça. Et donc là, avec la baisse de l'inflation, ils n'ont pas pu en fait, là ils n'ont pas pu laisser les prix de plus 5,5% avec l'inflation qui a descendu. Ils ont été obligés de baisser les prix pour finalement s'adapter à la baisse de l'inflation. Et donc ça nous fait ça nous faisait plus 6,9 en termes de valeur, et donc like for like, excusez-moi, plus 11%. Et là, si je me mets directement sur le H1 2024, je vais vous mettre le même graphique. Et bien là, on a seulement un volume de plus 2,6% et un prix de 3,3%. Et ce qu'on pourrait reprocher à L'Oréal, c'est que ok, la partie augmentation comme ça des prix, je vous l'ai dit à l'instant, l'inflation a baissé, donc évidemment, on ne peut pas trop leur reprocher d'avoir maintenu des prix élevés alors que l'inflation globale diminue. Par contre, les volumes, là, clairement, ce n'est pas bon. Ils auraient dû faire plus d'innovation, on va y revenir, pour stimuler comme ça la demande et garder un volume élevé, d'accord. Donc, ce qui nous donne évidemment plus 7,3%. Alors, pour là, le quarter actuel, ils ne mettent pas ce genre de slide, ok. En fait, il y a, comment dire, dans les entreprises US, on a 4 quarters, d'accord, et on a un rapport annuel. Et dans les entreprises européennes, on a en fait deux gros updates, le H1 et le H2. Et on a entre ces updates-là, eh bien, le Q2 et le Q3. Ok, donc là, justement, c'est le Q3, donc c'est la publication avec le Q2 qui est le moins détaillé. D'accord, bon, c'est pas très important. Voilà, la première partie, donc tout ce qui est ici, c'est à 100% mes notes. Ce que je fais, c'est que je lis le conference call et j'écoute le conference call. Alors, tout ce qui va être, par exemple, en violet et en italique, c'est des passages de conférence call que j'ai clairement copié-collé. Donc c'est vraiment le management qui dit ça, en particulier le CEO. Donc on va aller voir ça ensemble. Et voilà, globalement, pour la vue d'ensemble, il y a L'Oréal qui a quand même réussi à maintenir une belle croissance, plus 6%, c'est pas non plus du plus 3%. On voit L'Oréal, on est excusez-moi, LVMH dans le luxe, on est quasiment flat. Kering, on s'est pris un moins 20%. Bon, là, on est quand même à plus 6%. Donc effectivement, c'est résilient. Voilà, donc sur les 9 premiers mois, évidemment, c'est la première partie. Donc plusieurs défis. On a en Europe et en Amérique du Nord la croissance qui s'est normalisée, principalement à
cause de la baisse de l'inflation. On l'a vu ensemble, vous avez compris pourquoi. En Asie du Nord, particulièrement en Chine, là c'était plus compliqué. Le luxe et le travel retail ont souffert et malgré le trafic en boutique, ça ne s'est pas traduit en achat. En fait, ils ont expliqué dans le conférence call qu'ils avaient toujours autant de visites dans leur magasin, mais que les personnes achetaient moins. Voilà, aussi simple que ça. Et en plus de ça, les conditions météo cet été ont vraiment plombé les ventes de produits solaires. Il y a vraiment une corrélation qui est incroyable et c'est mot pour mot ce qu'ils ont dit. Donc voilà, par exemple, voilà, là, je vous ai mis une citation. Nous sommes encouragés par les mesures de relance du gouvernement chinois et espérons que cela entraînera une reprise progressive de la confiance des consommateurs. Donc je me mets directement sur la partie numéro 2. Là, on va aller voir ensemble les régions et segments clés. Alors pareil, par exemple, en fait, L'Oréal ne publie pas dans, par exemple, le Q2 et le Q3, donc les moins détaillés, les différents, on va dire, pourcentages de leurs ventes qui sont dans leurs différents segments. Donc je suis allé pour vous aller rechercher par exemple, voilà, ça c'est tiré du rapport annuel de 2023. Ok, je vous ai mis les deux slides. La plus importante, c'est celle-ci. Vous avez effectivement les 4 grosses catégories: professional product, consumer product, luxe et la dermatologie. Donc, alors pour ce qui est vraiment en fait, je vais plutôt vous mettre ça ici. Vous voyez, là, je vous ai mis cette slide-là parce que finalement, pareil, on va aller voir la performance de chacun des produits avec leur pourcentage total des ventes pour aller voir où est-ce que L'Oréal finalement fait vraiment, avec quoi est-ce que L'Oréal fait vraiment son argent. En fait, concrètement, on voit que là, je vais me mettre plutôt sur le H1 2024, ce qui représente, allez, 38 plus 34, je mets 70, ok, 70% du chiffre d'affaires du groupe, c'est le luxe et le consumer product. Et en fait, le problème, c'est que c'est quasiment là où on a la croissance la plus faible. Et là où il y a une énorme croissance, donc la dermatologie et effectivement, voilà, on pourrait mettre effectivement, oui, consumer product, eh bien, c'est que ça représente que 17% du total des ventes. Donc effectivement, quand vous faites la moyenne de tout ça, eh bien, ça vous donne la croissance de L'Oréal. Et en fait, le truc, c'est que pour vous donner une idée, quand on était en H2 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, là il y a moins d'un an, eh bien on avait du plus 28% dans tout ce qui va être donc dermatologie, ça c'est tous les produits, donc la Rose-Posay, CeraVe et Vichy. Et donc là en fait on était à plus 28% et on est passé directement là au H1 2024 à plus 16%. Et là on a encore baissé. Je vais vous mettre les passages de conférence call. Et pour le luxe c'est pareil, le luxe on est passé de 4,5 à seulement 2,3%. Et si maintenant je vous mets vraiment le Q3 2024, eh bien on passe, c'est ici qu'il faut regarder, pour la partie dermatologie de 16% à 11%. Pour la partie luxe, on a une légère augmentation, on va le voir ensemble. Pour la partie consumer product, on baisse, hein, on est passé donc, eh bien là, grosso modo, voilà, de 9% à seulement 6,4%. Et pour la partie professionnelle, là, on n'a pas de différence, on est effectivement passé de 5,7 à 5,8. Donc dans le détail, qu'est-ce que l'on a? On a effectivement, donc pour tout ce qui est professionnel, bon là, voilà, ça n'a pas changé. On a effectivement 0,10% de plus. Pour la partie donc consumer product, là comme vous avez vu, on a donc voilà du 6,4. Donc il faut regarder par rapport à là où on avait du 8,9. Donc voilà, on a quand même une belle baisse sur cette partie-là qui représente une grosse partie, hein. C'est pour ça que la conclusion c'est qu'effectivement les ventes globales sont à seulement 6% de croissance. Pareil pour le luxe, là ils disent voilà, ça a accéléré pour le 3e trimestre consécutif. Bon, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une accélération? Donc quand on passe effectivement de 2,3 à 3,4, je ne sais pas trop si on peut vraiment parler d'une augmentation. Et effectivement en reporté, donc on passe de 4% à là ici à 5,3%, donc 1% de plus. C'est pas non plus énorme, mais il faut toujours remettre dans le contexte. C'est pour ça que là pour le coup on peut pas dire le contraire. Alors excusez-moi, j'avais vu qu'il y avait toute cette partie là qui est voilà, hop, voilà, c'est bon, j'ai remis. Donc effectivement ce qui est positif chez L'Oréal, c'est qu'on a réussi malgré vraiment cet effondrement au niveau de la Chine avec à délivrer en fait un segment luxe global qui est vraiment très très bon, notamment voilà en fait Nord America plus les marchés émergents qui ont vraiment continué à maintenir une croissance à 2 chiffres. Donc même si le côté Chine a baissé, et bien avec cette augmentation de croissance à 2 chiffres sur le Amérique du Nord et marché émergent, on délivre une croissance qui est positive, ce qui est quand même extrêmement bien. Donc voilà, ils disent quand même qu'ils ont réussi à renforcer leur leadership malgré cette condition de marché. Donc encore une fois, je le remets, c'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien. Voilà. Comment dire? C'est vrai que je peux pas vous dire que c'est mauvais. C'est quand même bien, mais c'est vrai que voilà, on a quand même une croissance qui est très faible. On a une croissance qui est très faible. En fait, c'est comme si, comment dire?
Effectivement, vous prenez une situation de départ qui est vraiment catastrophique, hein, le consommateur chinois, voilà, il est vraiment plus bactère. Donc là-dedans, oui, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Mais est-ce que c'est correct? Pas trop voilà, par rapport à d'autres boîtes qui sont dans un autre secteur qui, elles, délivrent toujours de la croissance. Ok. Et donc c'est pour cette raison qu'on va essayer de déterminer la croissance future pour aller voir si les niveaux de valorisation actuels prennent en compte finalement, ou plutôt représentent une opportunité. Alors juste avant, voilà, pour la partie 3, impact de la Chine et relance du luxe, voilà, le marché chinois reste clairement un défi. Cependant, L'Oréal prévoit une reprise à long terme portée par des innovations et des lancements à venir. Sur ma précédente analyse de L'Oréal sur YouTube, j'avais déjà détaillé toute cette partie innovation chez L'Oréal qui permet comme ça de vraiment créer de la croissance supplémentaire. C'est vraiment ce qui drive leur croissance. Et donc voilà ce qu'ils ont dit. Nous croyons que le marché chinois reviendra à une croissance pré-Covid d'ici 2025. Nous sommes en train de préparer un plan de relance beauté pour 2025 qui inclut des innovations majeures et des initiatives créatives. Alors voilà, là je vous ai mis vraiment le passage en anglais pour vraiment vous le traduire directement. Voilà de quoi il est question. Vraiment, ils ont dit que ils sont en train de préparer leur propre plan de relance de la beauté. Voilà, la beauté est un marché axé sur l'offre et l'innovation et la créativité sont essentielles pour stimuler la demande. Il faut tout le temps, comme ça, créer des nouveaux produits, créer une hype autour de ce produit pour pouvoir marketer le produit et pour que les personnes finalement qui avaient l'ancien produit aillent sur le nouveau produit. Et comme en plus, c'est des produits qui ont une durée de vie limitée, hein, un sérum, une fois que vous l'avez utilisé, vous en rachetez un. Et bien, quand vous ressentez un nouveau sérum, les personnes elles vont directement aller racheter de nouveaux sérums à la place de dire ok je vais aller chez une autre marque parce que finalement j'ai déjà essayé ce sérum là. Et donc c'est tout l'enjeu chez L'Oréal de créer cette demande. Donc nous avons préparé une liste vraiment incroyable de nouveaux lancements dans toutes les catégories et divisions pour l'année prochaine et nous continuerons à lancer les produits phares de cette année. Voilà, ajoutez à cela l'agilité et la passion de nos équipes dans notre capacité unique à réaffecter les ressources vers de nouveaux moteurs de croissance. Effectivement, ils ont toujours été super agiles chez L'Oréal. Voilà, et vous comprendrez pourquoi nous sommes convaincus que nous réaliserons en 2025 une nouvelle année de croissance et de surperformance. Donc voilà, vraiment ils sont super positifs pour 2025. Ok. Donc maintenant pour ce qui est justement de l'innovation et de l'investissement, voilà à peu près de quoi il est question. Donc L'Oréal prépare effectivement une série de nouveaux lancements pour 2025 dans l'espoir de stimuler la demande. Donc voilà, ils l'ont dit noir sur blanc dans le conference call, la beauté est un marché poussé par l'offre et l'innovation est cruciale pour stimuler la demande. Donc le groupe va vraiment continuer à investir dans ces marques, notamment en augmentant ses dépenses en marketing, donc le SG&A que vous voyez finalement ici, hop, vous voyez on est quand même à moins 4% là aujourd'hui, hein. Donc vous voyez toute cette partie là donc Selling General and Administrative Expense qui est de 16 milliards, 19 milliards, 21 milliards va encore augmenter pour comme ça aller stimuler la demande. Finalement il y a à peu près 2 ou 3 quarters, ils avaient lancé là, leur nouveau sèche-cheveux révolutionnaire. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas là ils ont annoncé que par exemple cette innovation qu'ils avaient faite donc l'année dernière, ils avaient vraiment on va dire une technologie brevetée pour ce sèche-cheveux a vraiment porté ses fruits et là-dessus ils ont vraiment pu gagner de la croissance en plus avec cette innovation. Donc on va là vraiment un retour sur investissement avec ces dépenses-là. Il faut vraiment le noter. Voilà, c'est justement ici. Vous voyez, je vais vous le traduire parce qu'en fait, L'Oréal, ils ont un logiciel pour optimiser leur publicité qui leur fait vraiment des gros retours sur investissement. Donc, pour ce qui est de la dépense, voilà ce qu'a répondu le PDG. Il ne fait aucun doute que nous continuerons à augmenter nos dépenses dans le domaine de la beauté. Et comme nous l'avons dit, ça ne peut pas toujours être le cas en termes de pourcentage des ventes nettes, car nous constatons qu'avec notre système BetIQ que nous développons progressivement, nous pouvons obtenir plus d'efficacité pour la même somme d'argent. Alors là c'est magnifique parce que là concrètement ils vous disent qu'en fait ils vont augmenter les dépenses en marketing, mais en termes de pourcentage par rapport aux ventes nettes, va plus ou moins rester stable, puisque pour la même somme d'argent ils vont avoir un meilleur retour sur investissement de cette publicité grâce donc à leur système. Alors donc ça vraiment c'est de ce point de vue là c'est vraiment top, hein. C'est ce qu'on veut en fait, c'est des entreprises qui deviennent de plus en plus efficientes. Donc pour $1 de chiffre d'affaires qui arrive à nous sortir plus de centimes de bénéfices. Ok, c'est toujours ça l'enjeu, c'est d'avoir une boîte qui augmente son bénéfice net, donc qui augmente son chiffre d'affaires, qui réduit ses coûts, donc qui réduit ses charges, qui est positionné sur un marché sous-jacent qui est en augmentation. Là, on a à peu près une augmentation de 4-5% du marché de la beauté par an. Ils ont fait leur révision là-dessus. Et voilà, justement. Donc je ferme ça, on passe directement sur la performance des divisions. Donc
Performance dermatologique, alors tout ça on l'a vu, hein. Voilà, je vous l'ai mis ici en avance d'ailleurs, voilà, toute cette partie-là. Donc effectivement, en fait, encore une fois, on revient sur cette innovation. Regardez, des marques comme La Roche-Posay avec l'innovation Mela B3, ils l'ont mis dans le conference call, et CeraVe, dont près de la moitié des ventes se fait désormais hors des États-Unis, ont largement contribué à cette performance. CeraVe, c'était il n'y a pas si longtemps que ça une marque qui était uniquement aux États-Unis. Là, ils ont super bien réussi l'exportation à l'international. Donc, comme ils l'ont dit dans le conference call, CeraVe continue de surperformer aux États-Unis, mais nous avons constaté une décélération dans l'ensemble de la catégorie des points dermatologiques. C'est pour ça qu'on est passé quand même de 26% en 2023 à 16% en 2024 et là à 11% dans le Q3 2024. Donc, c'est quand même effectivement une sacrée descente. Et donc, en ce qui concerne les parfums et cosmétiques, donc là, ça va être tout ce qui va être leur franchise sur en fait toutes les marques connues. L'Oréal possède des franchises. Tout ce qui va être Yves Saint Laurent, Prada, Azzaro, Diesel, ils ont aussi, je crois, voilà, Valentino, Ralph Lauren. Et bien là-dessus, comment dire, oui, tout simplement, L'Oréal a le droit d'exploiter ces noms en payant une petite franchise comme ça. Donc c'est sympathique. Il y a toujours de la croissance là-dessus. Comme ils le disent, nous avons plusieurs produits dans le top 5 des ventes de parfums féminins en Europe. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et puis sinon, voilà, pour les défis à venir et perspectives avant de passer sur la valorisation avec cette croissance future, L'Oréal s'attend à ce que le marché mondial de la beauté revienne à des niveaux de croissance pré-Covid autour de 4 à 5%. Donc si jamais votre marché sous-jacent croît de 4 à 5% et que votre boîte surperforme ce marché-là avec de l'innovation et avec en plus une part de marché, enfin en grappillant des parts de marché, on peut avoir effectivement une croissance comme ça, comme dans les autres années, de 11%, mais je pense pas qu'on va aller au-dessus, d'accord? Donc on voit vraiment scénario optimiste, 11% de croissance par an, là on est seulement à 6%, et sinon croissance pessimiste, on va dire allez 6 ou 7%, ça veut dire qu'effectivement le marché de la beauté ne revient pas au niveau de croissance pré-Covid. Donc marché sous-jacent qui est plutôt à plus de 2% par an, L'Oréal qui surperforme finalement de 3-4%, on serait sur une croissance globale de 7-8%, ok? Voilà. Et ils ont dit qu'ils restaient évidemment confiants face au potentiel du marché chinois malgré les difficultés actuelles. Donc voilà, en résumé, malgré un contexte difficile, L'Oréal a réussi à maintenir une croissance solide en 2024 et reste très confiant pour l'avenir avec un plan ambitieux en 2025 basé sur l'innovation et le renforcement de leur position. Ils s'attendent à encore plus de croissance l'année prochaine, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, ça je vais vous voir. Nous sommes convaincus que nous allons délivrer en 2025 un other year of de croissance et de surperformance. Je me suis mis sur Gros Focus. Effectivement, on a affaire à une boîte exceptionnelle. On peut pas dire le contraire, enfin exceptionnelle. On va voir, en fait, elle est exceptionnelle au niveau des ratios d'endettement, au niveau du RE, mais pas en termes de croissance. On a effectivement un RE de 22%, ce qui est voilà exceptionnel. Des marges nettes, voilà, à 15%, ce qui est très bien. Ok, c'est vraiment très très bien. On a un PE de 30, donc c'est quand même assez élevé. Et justement, si on compare, donc si on va voir à peu près le PE historique, donc là, ça charge un petit peu. On a effectivement un PE moyen de 29 et là on est sur les 29. Donc là on est sur les 30. Donc on va aller faire une valorisation assez rapidement. En fait, je vais prendre en hypothèse, d'accord, que le bénéfice net actuel va dans un premier temps augmenter. Vous voyez, sur les 10 dernières années, il a augmenté de 8,40% par an. Et bien, je vais tout simplement mettre la même croissance dans le futur. Donc je vais dire, ok, finalement on va dire oui, voilà, le bénéfice net va augmenter de la même manière qu'il a augmenté dans les 10 dernières années, ce qui est quand même énorme. Il a quand même extrêmement bien augmenté. C'est quand même important. Alors ça, je vais l'enlever. Donc un bénéfice net d'actuellement 6,18 et on va lui mettre un taux de croissance sur les 10 prochaines années. Voilà, un taux de croissance à 8%. Ok, aussi simple que ça. Ça nous fait un bénéfice net dans 10 ans de 13,24 milliards. Donc maintenant, on va le mettre en termes de price to earning. On a actuellement donc une market cap de 193 milliards. Ok, et donc je vais aller prendre les 193, alors je vais le mettre ici, 193, voilà, 193 divisé par 13, ça fait donc un price to earning de 14, allez, de 15, ok, dans 10 ans. Donc en fait, ça fait un forward PE de 15 sur le prix actuel. Si vous achetez L'Oréal actuellement, là, avec la market cap, voilà, de 195 milliards, et que, donc là, actuellement, il y a effectivement 195 divisé par 6 milliards, hein, il y a effectivement un PE de 32, Gros Focus a dit 31, bref, voilà, c'est 31-32. Et si par contre, voilà, maintenant, eh bien, vous revenez dans 10 ans et que le bénéfice net est passé de 6 à 12, donc a quasiment doublé, eh bien, effectivement, votre price to earning, lui, eh bien, il est divisé par 2, il sera de 15. Alors 15, en termes de pourcentage, 100 divisé par 15, ça fait 6,6. Donc en fait, effectivement, ça vous fait
Ça vous fait comme ça 6,6% de rentabilité sur votre prix d'acquisition d'aujourd'hui dans 10 ans. C'est très très faible. Parce qu'effectivement, si on prend une croissance, la règle des 72, donc 72 divisé par 8, eh bien ça vous fait 9 ans. 8, c'est le taux de croissance. En fait, concrètement, là, ce que ça vous dit, c'est que si vous avez une boîte qui augmente son bénéfice net de 8% par an, il lui faudra 9 ans pour que ce bénéfice net il double. Autrement dit, il vous faudra en fait 9 ans pour que votre rentabilité elle double. Si vous l'achetez aujourd'hui avec donc voilà un price to earning de 32, même si moi je préfère quand même prendre le free cash flow, enfin le price to free cash flow pour avoir une mesure encore plus stable. Et là on a un price to free cash flow voilà, de 31, donc effectivement on est à peu près pareil. Voilà, si je fais 32, enfin 100 divisé par 32, ça fait actuellement, ou par 31, donc ça fait 3,2% de rendement au prix actuel. Alors de rendement hypothétique, parce que L'Oréal ne vous verse pas 100% de ce free cash flow. Okay, L'Oréal, là, vous verse seulement 54% du bénéfice net. Donc elle vous verse seulement la moitié. L'autre partie, elle est mise soit en rachat d'actions ou alors stockée en cash au bilan. Quoi qu'il en soit, ce rendement actuel, eh bien voilà, si vous revenez dans 9 ans et que l'entreprise a un taux de croissance de 8% par an, eh bien il aura doublé parce qu'il y aura 2 fois plus de free cash flow. Donc vous serez effectivement à 6 ans, enfin à 6%. Et si vous revenez dans 9 et 9, 18, d'accord, dans 18 ans et qu'il y a toujours une croissance de 8% par an, eh bien ça vous fera 12% de rentabilité sur votre prix d'acquisition dans 20 ans. Encore une fois, c'est quand même très, c'est quand même très faible. C'est quand même très faible parce que si je le mets avec le DCF, même si j'aime pas trop faire des DCF, je trouve que ça n'a aucun sens de projeter comme ça à 20 ans. Mais tu vois, si je mets un taux de croissance de 8%, et là pareil, je remets un taux de croissance de 8% avec un taux d'actualisation voilà, de 10%. Ça fait une sous-évaluation, enfin une surévaluation quand même énorme, quoi. Il faudrait l'acheter en fait à 210. À 210, ça ferait une baisse en fait qui est énorme, quoi, à 210. Et alors voilà, c'est pour ça que moi j'aime pas prendre ce genre de DCF. Moi ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fait je me dis ok, L'Oréal, compte tenu en fait de la solidité du business, compte tenu de la diversification que va m'offrir ce business, eh bien j'accepte d'avoir seulement, on va dire, allez, 8% d'accord, de rendement dans 10 ans. Okay, et donc à partir de ce moment-là, eh bien, il faut trouver le prix auquel voilà, vous l'achetez aujourd'hui pour avoir 8%, enfin pour avoir, oui, c'est ça, 8% dans 10 ans. Donc on va le faire ensemble. Il faut l'acheter à 160 milliards parce que si vous payez donc 160 milliards et que, enfin, ou plutôt on va faire l'inverse, si jamais voilà, dans 10 ans il y a un bénéfice net enfin un free cash flow de 12 milliards, d'accord, et que vous l'avez payé aujourd'hui 160 milliards, eh bien ça vous fait 7,5% de rentabilité. Donc du L'Oréal finalement sur, voyez, sur les 160, donc avec une baisse de 15%, ça pourrait commencer à être pas mal parce que vous en aurez 8% dans 10 ans. Alors 8% dans 10 ans, c'est extrêmement faible. Là, c'est vraiment, ok, là vous vous dites optique, je veux vraiment sécuriser mon argent. Si vous voulez avoir de la performance, ce qui est bien, c'est d'acheter vraiment au prix actuel avec 5% de rendement. Donc ça veut dire avec un price to free cash flow de 20. Donc un price to free cash flow de 20, eh bien, ça ferait tout simplement le 6, le free cash flow actuel multiplié par 20. Pour avoir la market cap, ça ferait 120 milliards. Donc là, ça peut vous sembler extrêmement faible, mais voilà, c'est le prix auquel faut payer, c'est le prix auquel, faut payer L'Oréal pour avoir 5% de rentabilité sur votre prix d'acquisition. Il faut payer voilà, L'Oréal il faut attendre une baisse de 36%. Donc il faut que L'Oréal finalement, vous voyez, baisse sur les 231. Voilà, donc ça peut vous paraître extrême. Pas tant que ça, parce que finalement en 2012, on se négociait à 20 fois les bénéfices. Voilà, pareil en 2015, on se négociait à 20 fois les bénéfices. Après en 2018, on s'est négocié à 25 fois les bénéfices. Là, dans cette période-là, vous voyez, à 25 fois les bénéfices. Donc 25 fois les bénéfices, vous faites 6, donc 6 milliards fois 25, ça vous donne une market cap de 150. Donc 150, voilà, ça fait une baisse de 20%. Donc une baisse de 20%. Et vous voyez, en fait, vous n'avez pas besoin de DCF, de choses comme ça pour faire une valorisation. Il faut que ça soit très simple. Donc ça fait sur les 281, ça commence à être intéressant. Et sinon, voilà, encore une fois, au prix actuel, eh bien, vous avez seulement 2,5-3% de rendement. Et en termes, sinon, de rendement vraiment en dividende, vous en avez seulement 1,8. 1,8, c'est extrêmement faible, ok. Bon, j'ai fait un cut, mais vous voyez, ce qui me dérange sur L'Oréal, vraiment en termes de valorisation, c'est l'augmentation des multiples. Par exemple, si je me mets, on l'a vu à l'instant, donc un price to earning de 25, là, voilà, en 2018, eh bien, on avait un bénéfice net de 3,7 milliards. Regardez, on est passé de 3,7 milliards à, tenez-vous bien, donc 6,18. Donc une augmentation de 62%. Et regardez le prix en bourse, donc dans le même
temps, voilà, on est passé d'ici, là aujourd'hui, on est passé donc à 101%. Donc en fait, le prix en bourse a augmenté beaucoup plus que les bénéfices. Et si je me mets carrément là sur la phase d'excès qu'on a eu, qu'on était presque à 500 euros, on avait du plus 156%, alors que dans le même temps, L'Oréal a augmenté son bénéfice net de seulement 62%. Donc la différence en termes de pourcentage entre 156 et 62, eh bien, elle est uniquement due à l'augmentation des multiples. Regardez, le price to earning est passé de 26 à là, c'était complètement délirant, voilà, même ici à 40. Donc les investisseurs, les investisseurs acceptaient de payer finalement plus cher 1 € de bénéfice sur L'Oréal. Et selon moi, ce n'était pas du tout justifié. D'autant plus que, par exemple, en ce moment, on a du LVMH. Moi, c'est LVMH que je renforce au niveau actuel parce que, LVMH est une meilleure boîte que L'Oréal sur tous les plans. Sur tous les plans, si on parle en termes de pourcentage, quel que soit quel que soit l'échéance, l'LVMH a tout le temps surperformé L'Oréal d'un point de vue financier et d'un point de vue également prix en bourse. Là, depuis l'introduction, les deux, finalement, il y a L'Oréal qui après, j'ai arrondi à 2000%, LVMH 500, donc ça n'a rien à voir. Et même si je me mets, voilà, regardez, en fait, tout le temps, même là, voilà, L'Oréal après, par exemple, depuis 2014, L'Oréal a fait 163. Dans le même temps, excusez-moi, LVMH a doublé, a fait 2 fois plus. Et là, à la limite, même depuis le Covid, on a quand même du LVMH qui a mieux fait. Alors c'est vrai que si jamais vous avez découvert la bourse il y a seulement 6 mois ou il y a seulement 1 an, vous pouvez vous dire, oui, LVMH sous-performe L'Oréal. Oui, mais mettez un peu plus de contexte et mettez un peu plus d'échéance. LVMH est meilleur. Et si je me mets sur Gros Focus, pour vous donner une idée, LVMH au prix actuel, même en termes de croissance du bénéfice, vous voyez sur les 10 dernières années, on a donc un earning per share chez L'Oréal qui a augmenté de 8,4. Chez LVMH, c'est 16%. Et même si je prends le free cash flow, c'est 19%. Alors que sur L'Oréal, c'est, regardez, 10%. Donc effectivement, le prix en bourse, il performe 2 fois moins. Enfin, quasiment, d'accord, quasiment. Et encore, il n'a pas performé 2 fois moins parce que L'Oréal se paye plus cher. L'Oréal est moins bonne, mais à des multiples plus élevés. En fait, c'est parce que L'Oréal est effectivement, quand ça ralentit, quand on a des ralentissements économiques, L'Oréal est plus résilient. Mais moi, en fait, j'accepte d'avoir à court terme un peu plus de volatilité pour que, in fine, sur une longue période de temps, vraiment, j'ai une surperformance de par la solidité financière. Et là, c'est plutôt la performance financière, d'accord. Voilà, si je me mets vraiment sur je vais rester sur le DCF, mais effectivement, pour que L'Oréal soit sur sa fair value actuellement, là, avec un prix en bourse, voilà, à 358 €, eh bien, il faut avoir une croissance de 16% par an. C'est tout simplement trop élevé. On n'aura jamais cette croissance. Alors qu'LVMH, regardez, il nous faut seulement une croissance de 10% par an pour que LVMH soit correctement évalué au prix actuel, d'accord. Et ici, voilà, par exemple, le DCF, par défaut, il vous met du 16%. Bon, selon moi, sur LVMH, on n'aura pas 16%, d'accord, sur les prochaines années. Mais par contre, on peut vraiment avoir du 10%. Donc, un truc optimiste, un truc vraiment neutre, pessimiste. Sur LVMH, ça va avoir du 10% et ensuite du 8%, d'accord, de croissance donc par an. Et ça vous fait, voilà, une fair value, là, actuellement, au prix actuel, avec donc un rendement comme ça de quasiment 9% par an. Donc, on est vraiment très, très bien. Alors que sur L'Oréal, on l'a fait ensemble. Effectivement, même si on met du 8% avec en plus du 8% sur la deuxième année, on est toujours sur une surévaluation, d'accord. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que oui, c'est une très bonne boîte. Oui, j'aime bien faire les updates et j'aime bien également lire les conférences calls. Je trouve que l'entreprise est super intéressante, mais je n'ai pas envie de me positionner. Alors pareil, voilà, faut vraiment le préciser. Moi, j'ai vraiment un portefeuille, par exemple, son CTO, j'ai 150 000 balles d'investis sur 4 positions. Mes 4 positions représentent 90% de mon portefeuille. Donc en fait, j'ai vraiment une philosophie de concentration pour surperformer, d'accord. Après, si jamais vous avez un portefeuille de 20 lits, oui, L'Oréal a tout à fait sa place, même au prix actuel. Mais ce n'est pas mon cas, d'accord. Je cherche vraiment de la surperformance de ce côté-là. Donc, écoutez, voilà, je pense que c'était à peu près tout pour ce que de L'Oréal versus LVMH. Encore une fois, ça ne change pas de mes précédentes analyses. Selon moi, il faut vraiment l'acheter. Encore une fois, voilà, vraiment, mais à maximum 25 fois les bénéfices, quoi. Vraiment, grand maximum. Donc, vous prenez le bénéfice actuel, au free cash flow actuel, vous le multiplié par 25, ça vous donne votre market cap et ça vous donne le prix auquel vous devez à peu près l'acheter pour, on va dire, voilà, être plutôt bien positionné. Et avant de finir, comme d'habitude, vous avez en description mon groupe School qui est totalement offert, sur lequel vous allez avoir en fait des vidéos exclusives. Là, par exemple, voilà, celle sur Rémi Cointreau. Vous allez également avoir toutes les mind maps, toutes les notes de conférence call que vous voyez dans mes vidéos offertes gratuitement dans la section communauté, et dans la section classroom, vous avez accès à mes formations gratuites. Donc, encore une fois, tout
tout est gratuit. Je ne sais pas encore pendant combien de temps. Dès qu'il y aura suffisamment de monde, je pense que je passerai ça payant. Mais quoi qu'il en soit, tous ceux qui sont déjà rentrés avant l'auront gratuit, évidemment, à vie. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez une énorme formation gratuite sur les options, sur la bourse débutant, sur tous les ratios financiers de A à Z. C'est un cours de quasiment 1 heure, voire carrément d'1 heure là-dessus. Pareil sur les dividendes et enfin sur la volatilité. Donc vous avez ça en description. Et puis voilà, c'est top. J'espère que vous avez bien apprécié. Mettez-moi dans les commentaires, vous de votre côté, ce que vous en pensez sur L'Oréal. Est-ce que justement, voilà, vous préférez L'Oréal à LVMH parce que c'est plus résilient et donc il y a moins de volatilité comme ça à court terme? Moi, je vous ai donné mon avis là-dessus. Donc voilà. Et puis sinon, rien à voir, mais j'ai vu qu'Evolution AB a explosé là, avec les earnings. J'avais fait une énorme vidéo de 1 heure sur ma chaîne YouTube là, le mois dernier pour analyser tout le business. Et là, les rapports sont tombés. Et voilà, plus 14%. Donc, c'est vraiment top. Bon, je viens d'y penser sur Evolution AB. C'est parfait. Ça va me faire du contenu pour le school. Là, je vais justement faire une analyse du rapport qui a été publié. Et je vais la poster uniquement sur le school. Donc, encore une fois, vous avez le lien en description pour nous rejoindre gratuitement voilà, avec la communauté, etc. Et puis, sinon, de mon côté, c'est parfait. Hein. Là, je vois qu'il y a B2Gold qui a bien explosé depuis qu'on l'a acheté. Ça a pris quasiment 40%, donc 37%. Donc voilà, c'est vraiment top. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui va être sur la publication trimestrielle de Kering. Je vais la sortir ce soir, je pense, ou demain, je verrai. Donc voilà, merci et bonne soirée à vous.